Ils disent que personne n'a sacrifié, les tombes disent l'inverse. C'est là que le choc commence. Dans une interview télévisée, Donald Trump affirme que les alliés de l'OTAN n'ont jamais sacrifié pour les États-Unis en Afghanistan, qu'ils étaient un peu en arrière, hors des lignes de front. Et pourtant, l'Afghanistan est précisément le seul conflit où l'OTAN a activé l'article 5 après le 11 septembre et où des soldats européens sont morts en combattant aux côtés des Américains. Deux réalités incompatibles. Une seule peut tenir. Et ça te concerne toi, directement. Parce que cette phrase ne parle pas seulement du passé. Elle touche à une question très simple. Quand la guerre arrive, qui compte vraiment? Si des sacrifices peuvent être effacés d'un revers de phrase, alors une alliance peut l'être aussi. Et quand une alliance devient optionnelle, ta sécurité ne repose plus sur des traités, mais sur l'humeur d'un homme devant une caméra. Fact, le contenu décrit une vague de colère immédiate à travers l'Europe. Des familles qui ont perdu des proches en Afghanistan entendent soudain que ces morts ne comptaient pas. Des vétérans entendent que ce qu'ils ont vécu n'était pas vraiment le front. Ce n'est pas une dispute abstraite entre gouvernements. C'est une remise en cause publique de la valeur même du sang versé ensemble. Mais voici la partie que presque personne n'ose dire à voix haute. Ce genre de déclaration ne fait pas qu'insulter. Elle teste les limites. Elle observe qui proteste, qui se tait et ce qui devient acceptable la prochaine fois. Parce que si cette ligne peut être franchie sans conséquences immédiates, alors la suivante est déjà en train de se dessiner. Et pour comprendre jusqu'où cette fracture peut aller, il faut d'abord voir comment cet épisode s'inscrit dans une série plus large. Et surtout, ce que cette phrase cherche à rendre normal. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas un incident isolé. Selon le contenu, ces propos ont été répétés sur Fox News dans un entretien télévisé, puis relayés et commentés par plusieurs responsables politiques européens presque immédiatement. Ce n'est pas une phrase lâchée dans le vide. C'est un message martelé dans un contexte où Donald Trump a déjà multiplié les attaques contre l'OTAN, parlé du Groenland comme d'un bloc de glace, évoqué une possible invasion et semé la confusion en mélangeant pays et territoires. Pris séparément, chaque épisode peut sembler chaotique. Pris ensemble, il dessine un motif. Et ce motif est inquiétant. Le contenu insiste sur le fait que l'Afghanistan n'était pas une guerre comme les autres pour l'OTAN. C'était la réponse directe aux attentats du 11 septembre. C'était le moment où des pays européens ont envoyé leurs soldats shoulder to shoulder avec les forces américaines parce que les États-Unis avaient invoqué l'article 5. Alors, la vraie question n'est pas seulement qui était sur la ligne de front. La vraie question est que vaut encore cette promesse collective si des années plus tard, elle peut être publiquement niée. Notice ce qui est en train de se produire, point des responsables britanniques, des vétérans, des anciens chefs militaires et des ministres de la Défense prennent la parole presque en même temps. Ce niveau de réaction n'apparaît pas pour une simple maladresse verbale. Il apparaît quand un signal est perçu comme structurel, pas accidentel, quand les mots suggèrent un changement de règle du jeu. Alors, pose-toi cette question parce qu'elle change complètement la lecture de l'événement. Et si ces propos n'étaient pas destinés à l'Europe, mais à tester jusqu'où on peut aller sans que le système ne se brise? Parce qu'à partir du moment où tu normalises l'idée que les autres n'ont pas vraiment compté, tu ouvres la porte à quelque chose de beaucoup plus large. Et pour voir pourquoi cette affirmation précise a déclenché une telle onde de choc, il faut regarder de près le premier point de preuve concret. Celui que personne, jusqu'ici, n'a réussi à contredire. Voici l'affirmation centrale et elle est explosive. Dire que les Alliés n'étaient pas vraiment sur la ligne de front est factuellement intenable. Dans le contenu, Ed Davey rappelle noir sur blanc que 47 British troops lost their lives in Afghanistan. Puis un autre intervenant précise un chiffre encore plus lourd. 457 British soldiers lost their lives in Afghanistan, avec many more blessés à vie. Ce ne sont pas des statistiques abstraites. Ce sont des morts identifiés, comptés, reconnus par l'armée britannique elle-même. Et ce détail change tout. Plusieurs intervenants insistent sur un lieu précis, Sangin, décrit comme l'endroit où a third of all British soldiers morts en Afghanistan ont perdu la vie, et comme la zone où les Marines américains ont ensuite subi eux aussi de lourdes pertes.
Autrement dit, on ne parle pas d'arrière-base ni de mission symbolique. On parle d'un des secteurs les plus meurtriers de toute la guerre. Quand tu ignores ce fait, tu n'ignores pas une nuance, tu effaces une réalité de combat. Notice maintenant ce qui manque totalement dans la défense des propos de Trump. Personne, absolument personne, dans ce contenu ne dit que ces soldats n'étaient pas là. Personne ne conteste les chiffres. Même sur BBC Newsnight, la tentative de défense ne porte pas sur les morts, mais sur des CAVA, des restrictions de mission. Et c'est précisément là le trou noir de l'argument. Aucune restriction n'efface un cercueil. Aucune caveat ne transforme une zone comme Sangin en endroit sûr. Et c'est ici que l'histoire commence à se charger émotionnellement, mais aussi stratégiquement. Un ancien ministre britannique, vétéran de l'Afghanistan, dit avoir servi 5 tours et parle de « blood, sweat and tears » partagés avec les Américains en ajoutant « Not everybody came home ». Ce n'est pas un slogan. C'est un rappel brutal que l'Alliance s'est construite dans la perte. Remettre ça en question, c'est envoyer un signal aux alliés actuels et futurs sur la valeur réelle de leur engagement. Mais maintenant, pose-toi cette question parce qu'elle prépare la suite. Si ce premier fait est aussi solidement documenté, pourquoi persister à le nier publiquement? Et surtout, qu'est-ce que cette négation permet de justifier ensuite? À partir de là, la situation ne se calme pas, elle s'aggrave. Selon le contenu, les réactions ne viennent plus seulement de politiciens d'opposition, mais de ministres en fonction, d'anciens chefs de l'armée et de responsables directement impliqués dans les guerres dont il est question. Ce n'est plus une indignation politique classique, c'est une alerte institutionnelle. Quand l'ancien chef de l'armée britannique qualifie ses propos de totally disrespectful, wrong and outrageous et se demande publiquement si Trump est fit for the job, on a franchi un seuil. Et ce seuil est dangereux parce qu'il rappelle quelque chose que l'histoire connaît déjà, pas dans les livres, dans la réalité brute. Les alliances ne se brisent presque jamais d'un coup. Elles s'érodent. Une phrase, puis une autre. Puis une normalisation. Le contenu rappelle que ce n'est pas la première fois que Trump attaque l'OTAN, ni la première fois qu'il minimise ou ridiculise des alliés. Ce qui change ici, c'est la cible, les morts. Une fois que même ça devient discutable, presque négociable, tout le reste suit. Regarde ce qui devient normal dans ce récit. Sur les plateaux télé, on débat sérieusement de savoir si des soldats tombés au combat étaient vraiment en première ligne. On oppose des cavates bureaucratiques à des cercueils. On explique calmement que, globalement, certains alliés comptaient moins que d'autres. Il y a 10 ans, ce débat aurait été impensable. Aujourd'hui, il se déroule en direct, sans gêne. Quand une idée aussi extrême peut être discutée publiquement, et c'est que la fenêtre s'est déjà déplacée. Mais voici le point de bascule que beaucoup ratent. Cette escalade ne concerne pas seulement l'Europe, le contenu relie ses propos au retrait d'Afghanistan et à l'accord avec les talibans négocié par Trump à la fin de son premier mandat, accord dont Joe Biden a ensuite porté le coup politique. Dans ce cadre, minimiser les sacrifices alliés n'est pas seulement une insulte. C'est une façon de réécrire la chaîne des responsabilités. Et réécrire le passé est souvent la première étape pour justifier les décisions futures. C'est ici que quelque chose d'anormal commence à s'installer, comme si c'était banal. Et si tu veux comprendre pourquoi cette affaire ne peut plus être contenue par de simples excuses diplomatiques, il faut regarder la preuve suivante, celle qui rend le retour en arrière presque impossible. Et maintenant, tout s'accélère. Pendant que la polémique enfle au Royaume-Uni, elle explose aussi au Danemark. Le contenu rappelle un détail clé. Le Danemark a perdu plus de soldats par habitant en Afghanistan que n'importe quel autre pays allié. Pas en théorie, pas symboliquement, en proportion réelle. Et pourtant, sur BBC Newsnight, une ancienne ambassadrice de Trump minimise les propos, disant qu'il ne connaît pas chaque détail de chaque nation alliée et que, globalement, les alliés de l'OTAN n'étaient pas tous épaule contre épaule. Presque en même temps, Steve Baker intervient et coupe court. Il dit avoir parlé à des membres des forces spéciales, à des soldats qui ont perdu des amis dans des circonstances épouvantables et affirme que Trump leur a dit que ce qu'ils ont fait ne comptait pas indirectement.
pas par interprétation, par le sens clair de ces mots. Et là, la pression monte d'un cran. Il exige des excuses publiques et un hommage aux morts. Ce n'est plus une discussion, c'est une sommation morale. Puis arrive la troisième secousse, encore plus difficile à contenir. Une vétérane de la Royal Air Force raconte avoir servi 10 fois en Afghanistan, avoir évacué des soldats américains mourant à bord d'avions médicaux, risquer sa vie pour qu'ils vivent. Elle dit « We were brothers and sisters in arms. We all bled the same ». Ce témoignage circule pendant que, simultanément, Trump est accusé d'avoir confondu le Groenland et l'Islande, annoncé un deal sur le Groenland que les Danois et les Groenlandais eux-mêmes disent ne pas reconnaître. Dans l'esprit des Alliés, tout se mélange en une seule image: imprévisibilité, mépris perçu et déconnexion de la réalité. Et le résultat est immédiat. L'ancien ambassadeur américain au Danemark parle de « profound damage » à la confiance, raconte qu'on lui dit à demi-mot qu'il est le seul Américain avec qui on peut être vu en public sans malaise. Pas parce qu'il représente les États-Unis, mais parce qu'il ne représente pas Trump. Quand des relations personnelles commencent à remplacer des relations institutionnelles, c'est que le système est sous tension maximale. Tout se produit en même temps. Plateau télé en feu, vétérans indignés, gouvernement allié humilié, confusion diplomatique. Aucun espace pour amortir le choc. Et à ce stade, la question n'est plus qui a raison. La question devient beaucoup plus simple et beaucoup plus dangereuse. What happens if this continue? À ce stade, il faut quitter les plateaux télé et revenir à toi. Parce que ce genre de crise ne reste jamais coincé au sommet. Elle descend, pointe le contenu, montre que derrière chaque chiffre cité, il y a des familles, des parents, des conjoints, des enfants qui entendent à la télévision que les morts de leurs proches n'ont pas vraiment compté. Ce ne sont pas des diplomates. Ce sont des gens ordinaires qui vivent avec une chaise vide, une photo encadrée, un nom gravé, et ce mécanisme est universel. Peu importe le pays, les témoignages évoquent des soldats britanniques, danois, américains, évacués ensemble, saignant ensemble, sans distinction d'uniforme. We all bled the same. Quand tu dis que certains sacrifices valent moins que d'autres, tu ne touches pas une idéologie. Tu touches une mémoire intime. C'est exactement pour ça que la réaction est si violente. Parce que les gens ne défendent-ils pas une ligne politique. Ils défendent le sens de ce qu'ils ont perdu. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Pense à ce que ça change concrètement pour les vivants points des soldats encore en service entendent que leur engagement passé ou futur peut être minimisé après coup. Des familles entendent que le risque pris n'était pas vraiment nécessaire. Ça sape quelque chose de fondamental. La certitude que si le pire arrive, au moins le sacrifice sera reconnu. Et quand cette certitude disparaît, le coût psychologique explose. Et maintenant, mets-toi à leur place. Imagine avoir envoyé quelqu'un au combat parce qu'une alliance l'exigeait, parce qu'un traité promettait une solidarité totale. Puis entendre, des années plus tard, que tout ça était secondaire, presque accessoire. Ce n'est pas de la politique étrangère abstraite, c'est une blessure morale. Et ces blessures-là ne se referment pas avec un communiqué de presse. Si ce que tu entends ici te semble familier, si tu as déjà vu des décisions au sommet retomber brutalement sur des gens ordinaires, dis-le dans les commentaires, parce que ce sentiment partagé à grande échelle est souvent le signe que quelque chose de plus profond est en train de se dérégler. Et pour comprendre pourquoi ce type de situation peut se reproduire encore et encore, il faut maintenant regarder le système qui permet que ça arrive. Pour comprendre pourquoi ce genre de choc revient sans cesse, il faut dépasser l'indignation. Dans tout ce contenu, un point revient en filigrane. Ces déclarations ne sont pas corrigées immédiatement, pas retirées, pas clairement démenties par un mécanisme institutionnel fort. Elles flottent, elles restent. Elles forcent les alliés à réagir publiquement. Et c'est là que le système apparaît. Ce qui permet à ce type de crise d'exister, ce n'est pas seulement un homme. C'est un déséquilibre d'incitation. Quand une phrase choque plus qu'elle n'engage, elle devient rentable. Elle capte l'attention. Elle oblige le monde à répondre. Et pendant que les alliés se justifient, expliquent, s'indignent, le centre de gravité reste ailleurs, sur celui qui a déclenché la tempête. Le spectacle devient le levier. Regarde le mécanisme. Chaque réaction européenne est décrite comme « fire and fury ».
Chaque plateau s'enflamme, chaque vétéran témoigne. Mais aucune de ces réactions ne change immédiatement la dynamique. Elle confirme seulement que le signal a bien été reçu. Dans ce système, la colère des Alliés n'est pas un frein. Elle devient une preuve de puissance. Plus le monde réagit, plus le message initial domine l'agenda. Et il y a quelque chose d'encore plus troublant. Plusieurs intervenants expliquent que Trump est traité comme un président normal, alors que son mode d'action est différent. C'est là que le système craque. Les alliances, les traités, les usages diplomatiques sont conçus pour amortir des désaccords rationnels, pas pour absorber une communication qui fonctionne par test de limites successifs. À chaque fois qu'une limite tient, elle est repoussée. Ce n'est pas du chaos. C'est une logique où l'incertitude devient une arme, où le fait de ne jamais savoir ce qu'il dira demain force les autres à s'adapter en permanence. Le contenu décrit cette fatigue, ce roller coaster permanent ressenti par les Alliés. À long terme, ce type de pression pousse les systèmes à chercher des issues alternatives, d'autres partenariats, d'autres cadres, d'autres centres de décision. Et c'est précisément pour ça que cette histoire ne s'arrête pas à une phrase sur l'Afghanistan. Elle révèle un mécanisme plus large, plus froid, plus durable, un mécanisme qui, une fois enclenché, ne s'arrête pas de lui-même. Et la vraie question devient alors, vers quoi ce système est-il en train de pousser le monde concrètement dans les mois qui viennent? À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent. Aucune n'est théorique. Le contenu évoque déjà des signaux faibles mais réels, des discussions plus étroites entre le Canada et l'Europe, des regards tournés vers l'Asie, des structures qui contournent progressivement les États-Unis. Ce n'est pas une rupture officielle. C'est plus subtil. Dans cette première trajectoire, les Alliés continuent d'afficher l'unité en public, mais commencent à planifier sans attendre Washington. Moins de dépendance, plus de redondance, des alliances au cas où. Mais il existe une deuxième trajectoire tout aussi plausible. Certains responsables européens commencent à se montrer plus fermes, à répondre publiquement, à refuser de minimiser. Dans ce scénario, la confrontation devient plus directe. Les Alliés testent à leur tour les limites. Ils cherchent à imposer un coup politique à ce type de déclaration pour voir si le système peut encore s'autocorriger. Le risque ici, c'est l'escalade verbale. Mais le pari, c'est que le silence coûte encore plus cher. Aucune de ces voix n'est propre. Aucune n'offre de garantie. Ce qui est sûr, l'incertitude est déjà installée. Et dans les relations internationales, l'incertitude est rarement neutre. Elle modifie les comportements avant même qu'une décision formelle ne soit prise. Des états-majors ajustent leurs scénarios. Des diplomates réévaluent leurs lignes rouges. Des dirigeants se demandent en privé qui sera vraiment là le jour où ça comptera. Et c'est là le détail le plus inquiétant. Tu n'as pas besoin d'une annonce spectaculaire pour changer le monde. Tu as juste besoin que suffisamment d'acteurs commencent à penser que la prochaine fois, la réponse pourrait être différente. Tout ce contenu montre que cette pensée est déjà en circulation. La prochaine étape n'est pas une explosion. C'est un glissement. Quelque chose est déjà en mouvement. Pas encore visible pour tout le monde, mais suffisamment avancé pour que le prochain geste, un mot de plus, une provocation de plus ou, au contraire, un silence, puisse faire basculer l'équilibre. Voilà l'idée clé qu'il faut retenir parce qu'elle redéfinit tout ce que tu viens d'entendre. Cette histoire ne parle pas d'une insulte, elle parle de la valeur de la mémoire dans un système de pouvoir. Des soldats sont morts ensemble, sous un même commandement, au nom d'une alliance formelle. Des années plus tard, cette réalité peut être publiquement minimisée sans mécanisme immédiat pour la stopper. Quand la mémoire devient négociable, alors la loyauté le devient aussi. Revois toute la séquence sous cet angle. Une phrase prononcée devant une caméra. Une colère qui traverse l'Europe. Des vétérans qui parlent de sang, de corps, de visages qu'on n'oublie pas. Des alliés qui commencent à douter non pas de ce qui s'est passé, mais de ce que ça vaut encore aujourd'hui. Ce n'est pas un accident de communication, c'est un test de solidité. Et ce test ne se fait pas une fois. Il se répète jusqu'à ce que quelque chose cède. La vraie question n'est donc pas « Trump a-t-il tort ou raison ?»
La vraie question est beaucoup plus froide. Que devient un monde où les alliances reposent moins sur ce qui a été sacrifié que sur ce qui est encore politiquement utile à reconnaître? Parce que dans ce monde-là, les décisions futures ne se prennent plus sur la base de la confiance, mais sur la base de l'anticipation du pire. Et si tu regardes bien, cette affaire n'est qu'un chapitre. Le suivant est déjà en train de s'écrire dans les réactions européennes, dans les nouvelles coopérations discrètes, dans les silences aussi éloquents que les cris. Si tu veux comprendre où tout cela mène vraiment et ce que ça signifie pour l'équilibre mondial qui se forme sous nos yeux, assure-toi de suivre ce travail, parce que la suite ne se jouera pas en une phrase, elle se jouera dans ce que le monde décidera d'accepter ou de ne plus accepter du tout.